Écoutez, je vous remercie tous d'être venus ce matin pour honorer Jean, qui le mérite bien. Et pour cela, donc, il y a Madame le ministre, Geneviève Ferrazzo, qui va lui faire un long compliment au mérite quand même de sa brillante carrière chez Poma. Donc il se trouve que Jean, j'ai pu le voir à Shanghai, et on a pu voir une réalisation de son entreprise. Une de ses réalisations, non, parce que bon, je ne suis pas sûr que quand même t'as pas serré les vis, donc dessus. Donc... Si j'ai assuré les pays. Ouais. Et donc une de ses réalisations, et là j'ai appris quand même que moi je pensais que pour moi, on le voyait que sur les téléphériques, tout ça. Non, ils font quand même pas mal de choses, et puis même que sans le savoir, j'avais été sur une de leurs réalisations, vu que j'ai été sur la Grande Roue à Londres, donc, et peut-être qu'un jour j'irai sur la Grande Roue à Dubaï. Bien, Madame le ministre, je vais vous laisser la parole. Et pour bien honorer quand même notre camarade Jean Souchal. Merci. Alors, je suis particulièrement heureuse et honorée d'être parmi vous dans cet hôtel des Arts et Métiers pour remettre le prix Nessim Habif, qui est attribué à Jean Souchal, ingénieur de l'année 2019 et, bon, comme vous le savez, ancien élève de l'École nationale des arts et métiers. Alors, le terme ancien n'est peut-être pas d'ailleurs adapté, parce que les gars des arts le sont à vie, avec une fierté et une solidarité exemplaire entre eux, et d'abord à l'égard de ceux et celles qui les ont formés. D'ailleurs, je devrais plutôt dire éduqués, parce que la formation reçue concerne aussi bien le savoir-être que le savoir-faire et le savoir-penser, ce qui n'est pas si fréquent dans notre système de formation, pourtant très diversifié. Alors, quand Jean Souchal m'a demandé de l'accompagner dans l'aventure de cette journée, c'est ainsi qu'il a présenté cet événement, j'ai été très touchée. Je connais et j'apprécie Jean depuis de nombreuses années pour son action exemplaire dans le développement et l'innovation de l'entreprise Poma, qu'il a intégrée en 1981, qu'il dirige maintenant, qu'il préside depuis plus de 10 ans. Surtout, j'ai appris à connaître l'homme qui se cache derrière l'ingénieur et le chef d'entreprise, et j'en dirai quelques mots. Alors je préfère te prévenir, Jean, car je connais ta pudeur, tes réticences, quand il s'agit d'évoquer tes qualités personnelles et ta sphère privée en général. J'ai bien essayé de compenser en évoquant quelques défauts, mais malgré une enquête approfondie, je n'ai pas trouvé grand-chose, te voilà donc prévenu. Mais je veux d'abord dire quelques mots sur votre école, à laquelle je rends régulièrement hommage, en fait, chaque fois qu'il en a l'occasion, et pas seulement dans le cadre de sa présidence de la section montagne de l'ENSAM. Je suis honorée d'être parmi vous parce que vous défendez ce qui me tient vraiment à cœur pour notre pays, la vitalité de notre industrie. C'est un beau mot, l'industrie, et je suis toujours désolée de voir décliner de façon continue le pourcentage des activités de production et des services à l'industrie dans notre PIB de 16,5% en 2000 à 11,2% aujourd'hui. Et pendant ce temps, nos voisins allemands culminent encore à 22,8%, tout comme nos compétiteurs plus lointains, américains, asiatiques, qui investissent massivement dans l'innovation et la recherche technologique pour assurer à leur industrie sa valeur ajoutée et sa compétitivité. En France, nous n'aimons pas assez notre industrie et nous avons toujours tendance à privilégier et même à opposer le concept à la réalisation concrète, alors qu'en réalité, ils sont indispensables et complémentaires. La main et l'esprit ensemble, comme l'avait conçu d'ailleurs le fondateur historique de l'École supérieure des arts et métiers. Alors ce « nous » recouvre l'ensemble des prescripteurs, les politiques et les décideurs nationaux sans expérience locale qui connaissent peu ou mal ce monde et qui interviennent souvent dans un contexte conflictuel et trop tardif quand les difficultés des entreprises sont difficilement rattrapables. Les prescripteurs, ensuite enseignants et parents, comme élu local, j'ai souvent emmené des enseignants du secondaire, pas des lycées professionnels, visiter une entreprise de production et à chaque fois, j'ai constaté leur étonnement. Ils étaient sincèrement surpris de voir des entreprises 4.0, des équipements de pointe, des opérateurs et techniciens ayant une formation supérieure, des apprentis et stagiaires bien tutorés et formés, des possibilités d'évolution professionnelle par la formation continue, des ingénieurs qui coopèrent avec la recherche publique pour proposer des produits et services à haute valeur ajoutée d'innovation incrémentale comme de rupture.
Les familles, parents comme enfants, connaissent aussi trop mal ces métiers dans leur diversité que l'on manipule le plus petit. Je pense aux micro-nanotechnologies chères à la région grenobloise, ou le plus grand, je pense, cher Alain, au déploiement des ailes des Airbus ou aux grands satellites, aux lanceurs, que je vois de près quand, pas le lanceur, mais les satellites et les ailes des Airbus, que je vois de près quand je suis à Toulouse comme nouvelle présidente de l'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry. Je pense aussi à toute la chaîne des ETI, comme Poma, des PME qui accompagnent les grands groupes, cette supply chain dont on peut parfois améliorer la gouvernance et la fluidité, mais qui est indispensable à la réussite des filières, ce qui rend les oppositions que l'on fait parfois entre grands groupes ETI, PME, bien artificielles au fond, tant leurs destins sont liés. Alors pour les mobilités aériennes que j'évoquais à l'instant, je m'attacherai au métier de l'ETI Poma, centré sur les systèmes de transport par câble, en montagne ou en ville, ou même, on le sait moins, dans les parcs de loisirs en Europe ou à l'autre bout du monde. Mais avant de parler de Poma et de son président, je veux dire merci aux arts et métiers pour la qualité de leur formation initiale comme continue. Merci d'avoir su constituer un écosystème de formation, de recherche et d'innovation au service de l'industrie, avec le souci de répondre et même d'anticiper aux besoins industriels partout sur leur territoire, dans leur diversité, mais avec des objectifs communs. La fabrication additive, la digitalisation, la réalité augmentée, la place croissante de l'IA dans les processus industriels, l'approche systémique plutôt qu'en silo disciplinaire. Tout cela nécessite de la science, de la technologie et une démarche commune d'intégration dans les procédés industriels et les services. Mais ces développements indispensables sont fondés, et c'est peut-être le plus important, sur des valeurs morales et l'acquisition d'un savoir-être au cœur de vos formations. Sans oublier non plus la dimension culturelle et muséale, et j'ai encore le souvenir d'avoir pu apprécier au Musée des Arts et Métiers, en 2014 je crois, une formidable exposition du dessinateur, peintre et plasticien Anki Bilal en sa présence. Alors cette vision du progrès industriel, toutes ces valeurs défendues par votre école et que j'ai rappelées, Jean Souchal a su et a tenu à les mettre en œuvre dans l'entreprise qu'il préside, en plaçant toujours au centre de sa démarche d'innovation les femmes et les hommes qu'il incarne, avec la préoccupation constante de donner un sens à leur travail, de partager avec eux une vision commune. Cette démarche centrée sur l'humain, sur la contribution d'entreprise à la société, son ancrage territorial qui permet ensuite de rayonner à l'international, est pour moi la raison fondamentale de l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui. Mais avant de parler de ses réalisations, quelques mots sur son parcours. Né en région parisienne, Jean a baigné dès son enfance dans la culture industrielle avec un père, Guy, aujourd'hui disparu, ingénieur et dirigeant de l'aciérie Ugine Acier de Moutier en Haute-Savoie, puis de Fos-sur-Mer, et une mère, Brigitte, ingénieure, elle aussi, et enseignante pendant quelques temps avant de choisir de se consacrer à sa famille. Un père peu démonstratif, très exigeant vers lui-même comme envers ses enfants, ce qui a pu être difficile à vivre parfois, Jean, mais tu lui es reconnaissant aujourd'hui d'avoir placé la barre très haut pour toi, et tu lui reconnais surtout une grande droiture dont je peux témoigner que tu as hérité. Une culture industrielle, donc, mais aussi montagnarde, grâce à votre déménagement en Savoie l'année de tes 12 ans, l'acquisition familiale d'un chalet à Saint-Martin-de-Belleville et le début d'un attachement profond, presque viscéral à la montagne, qui ne t'a jamais quitté et que tu as encore célébré samedi dernier, si mes informations sont bonnes, avec tes amis à l'occasion d'une fête bien savoyarde célébrant le cochon. Cet amour de la montagne, sous toutes ses formes et ses pratiques, ski, randonnée, cueillettes diverses, réflexion de chalet, simple contemplation de la variété des paysages, a pris une tournure plus professionnelle lors d'un stage d'été dans les remontées mécaniques à Val Thorens, l'année de tes 21 ans. Premier pas vers Poma, donc ponctuellement interrompu par un service militaire dans les chasseurs alpins, un fleuron de notre défense nationale. Je rappelle au passage que 5 de nos soldats récemment morts pour la France au Mali faisaient partie de ce corps d'élite des troupes de montagne. Avec la participation, pour revenir à Jean, à de nombreuses manœuvres en montagne, à pied et à ski, comme chef d'escouade. La montagne en fil continu, une autre dimension de ton parcours personnel qui contribuera beaucoup à ton mode de management ultérieur, c'est l'expérience du collectif, d'abord grâce aux étés que tu passes avec les 34 cousins réunis par ta grand-mère maternelle, puis au sein d'une autre famille, le scoutisme, où tu exerces tes premières responsabilités de chef d'équipe. Alors tu évoques souvent ta scolarité comme une scolarité laborieuse, n'ayant loupé, dis-tu volontiers, aucune session de rattrapage au cours de tes études. Je vois tout de même dans cette appréciation sévère une scorie de l'exigence paternelle, car tu as intégré l'ENSAM en 1978, à 19 ans, après 2 années de prépa, formation que tu as suivie à Aix-en-Provence d'abord, puis à Paris pour la dernière année. Pas si mal pour un parcours qualifié de laborieux.
Chaque fois que tu évoques ton école, tu parles d'abord d'une formation à la vie qui, je te cite, partage son fondement académique avec la construction d'une société basée sur le respect des autres et la recherche de valeurs. Actif au sein du bureau des élèves et exerçant la charge de major d'estime, bien connu des initiés, tu dis souvent que cette vie à l'école des arts et métiers restera une des meilleures formations humaines qui t'ait été donnée, avec la possibilité qui t'a été offerte, je te cite à nouveau, de décoder très jeune le management et la nature humaine. Alors la culture industrielle, le goût de la montagne, le sens du collectif et de l'équipe, une formation tout à fait adaptée et bénéfique pour toi. Il te manquait pourtant l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Marielle qui te l'amène, une infirmière puéricultrice que tu épouses en juillet 1981, l'année de tes 22 ans. Alors j'ai une reconnaissance profonde pour Marielle à double titre. La première raison, c'est qu'elle te rend heureux, avec la belle famille que vous avez fondée, qu'elle a choisi d'élever, 6 enfants, déjà 7 petits-enfants, dont tu es si fière et qui fondent ton équilibre de vie. Et j'ai une pensée particulière pour Pierre-Antoine, qui a rejoint votre famille en 1988 et que vous avez adopté 2 ans plus tard. J'ai vu combien il arrivait à faire fondre ta retenue, grâce finalement à sa différence, mais surtout grâce à son affection et à sa spontanéité. J'ai remarqué aussi que vos enfants et leurs conjoints et conjointes exercent tous des activités très différentes, ce qui démontre la liberté et l'autonomie qui ont été les leurs dans leur choix de vie et qui sont les plus beaux cadeaux finalement que l'on puisse faire à des enfants. Même lorsqu'on est assez directif en famille, ce qui pourrait être ton cas parfois, si l'on en croit la rumeur familiale. Marielle m'a dit t'avoir chaque jour tenu informé de la journée de vos enfants, que tu sois en Colombie, en Russie, en Algérie ou même en Isère lors de tes retours tardifs du travail. Et lorsque tu restais trop longtemps à l'étranger pour Poma, on m'a dit aussi que Marielle n'avait pas hésité à l'occasion à te rejoindre. Fallait-il pour cela gravir sans vertige une longue échelle donnant sur le vide pour aller te débusquer là où tu travaillais. Et il est vrai que Marielle, par son côté maternel, les Pascal, a une hérédité solide dans la grande histoire du BTP grenoblois, y compris du BTP acrobatique au sein de l'entreprise Pascal, donc, qui a construit de nombreux immeubles de l'agglomération, mais aussi des barrages imposants en Savoie ou encore la station de Champs-Rousse. Le père de Marielle, André Chauvet, était aussi un ingénieur arts et métiers et a travaillé sur le site du CEA à Pierre-Latte après avoir créé et dirigé son entreprise. On le voit, vos environnements familiaux ont bien des points communs, l'entreprise, la construction, le métier d'ingénieur, les arts et métiers et la montagne. Grenoble et les Alpes, justement, car c'est bien la seconde raison de ma reconnaissance envers Marielle, ton implantation à Grenoble, qui lui doit beaucoup. Merci aussi, Marielle, d'avoir aussi bien mené l'entreprise familiale, sans tes talents de management et la douce fermeté qui te caractérise. La société Poma, dont nous allons parler maintenant, n'aurait pas eu le même développement et l'écosystème grenoblois n'en aurait pas autant bénéficié. On le voit, la direction de Poma doit beaucoup à l'équilibre d'une structure familiale soudée et chaleureuse. Alors l'histoire de Poma s'inscrit donc logiquement dans cette culture d'ingénieur, montagnard et pionnier. L'entreprise a été créée par Jean Pomagalski, né en 1905 à Cracovie et naturalisé français. Il a été le premier à anticiper que le développement du ski alpin supposait d'investir dans les remontées mécaniques. Dès l'été 1935, il a construit avec 2 amis un premier téléski à perche, totalement artisanal, à l'Alpe d'Huez. Il perfectionnera et industrialisera rapidement la technique en rendant les perches débrayables, donc stockables en gare. En 1944, il met au point, après plusieurs tentatives, un nouveau système d'attache à douille qui permet d'éviter par la suite tout glissement de la perche sur le câble, système qui fonctionne encore aujourd'hui. En 1958, il lance le premier télésiège au glacier des Bossons, à Chamonix. En 1965, il conduit les premières études pour la réalisation de ce qu'on appelle alors un produit télécabine, commercialisé un peu plus tard sous forme ovoïde. Et ceux qui connaissent Grenoble ont bien à l'esprit l'image des œufs, ou bulles, qui relient la ville au sommet de la Bastille, une des premières installations en France en milieu urbain. La famille Catiard, puis Jean-Pierre Catiard et Jean Gauthier, dans les années 80 et 90, vont poursuivre ce travail de pionnier et engager le développement international de l'entreprise, qui devient rapidement leader dans son domaine. Dans ce contexte de croissance, Jean Souchal, au sein du bureau d'études de Poma dès 1981, a vite été repéré pour son potentiel et son engagement par les dirigeants successifs. En 1982, à la suite d'un incendie des installations mécaniques au Carrosse d'Arrache, en Haute-Savoie, il prend en main les études et surtout engage leur reconstruction sur le terrain qui devient vite son milieu de prédilection. Cette première expérience est un succès puisque les skieurs ont accès aux pistes dès le mois de février 1983.
Et c'est le début d'opérations toujours plus innovantes, tant dans leur conception que dans leur réalisation sur site, avec le même engagement de Jean pour la conception, avec le dépôt de nombreux brevets, que pour la réalisation concrète dans des conditions climatiques montagnardes, pas toujours confortables, et c'est un euphémisme. Alors je ne peux pas citer toutes les installations auxquelles il a largement contribué, aussi bien encore une fois pour les études que pour l'installation, dans les années 80-90, mais je citerai tout de même les plus marquantes, parce que peut-être certains d'entre vous les ont utilisées sans savoir que Jean en était l'initiateur. 1983, un prototype de téléphérique débrayable à Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes. 1984, la construction du plus gros téléphérique du monde à Courchevel, avec des cabines de 160 personnes et des innovations sur les câbles pour renforcer leur intégrité, donc la sécurité. 1988-89, le funiculaire des Deux Alpes sous le glacier du Mont de Lance, avec une épaisseur de glace de plus de 100 mètres, qui a nécessité l'installation d'une masse-vie à 3000 mètres d'altitude et un tunnel de 2 km dont l'arrivée était conforme aux études à 10 cm près. Un exploit réalisé en équipe toujours. 1992, les JO d'Albertville, avec une avalanche sans victime et qui a emporté l'une des gares de télésiège à Val d'Isère, compliquant ainsi le travail déjà bien chargé des équipes de Poma, qui ont su néanmoins offrir aux skieurs des équipements performants dans les temps requis. Un souvenir exceptionnel, même si Jean, peut-être la fatigue aidant, a dû regarder les jeux de son lit après une fracture de cervicale et une luxure d'épaule. L'engagement avait été total. Les années 1993 et suivantes ont certainement marqué un tournant pour Poma. Et comme souvent dans les activités liées à la montagne ou de plein air en général, ce sont les conditions climatiques, à savoir 2 hivers de suite sans neige, qui ont été à l'origine de cette mutation. Pour pérenniser l'entreprise, sa direction décide de lancer une activité de service et on confie la direction à Jean. Il ne s'agit pas seulement, même si c'est essentiel dans une activité à risque, d'intégrer le service après-vente, mais de rassembler toutes les ressources en matière d'expertise, d'études et de fabrication pour servir au mieux les besoins de la clientèle et développer de nouveaux usages. Jean mène cette évolution avec succès et en 2000, il forme avec Christian Bouvier, Philippe Clément et Jean-Paul Huard une équipe soudée au sein du directoire qui va donner un élan décisif à l'entreprise en l'imposant à l'international dans son domaine d'expertise. Poma devient l'un des plus grands groupes mondiaux pour les transports à câble, bien au-delà du ski, dans le domaine du tourisme, des loisirs, de l'aménagement urbain. Ce développement à l'export, engagé dès les années 80 avec une télécabine qui traverse le Mississippi pour l'exposition universelle de la Nouvelle-Orléans, 2 appareils pour accéder à la muraille de Chine en 1987, n'a cessé de se confirmer depuis, j'en reparlerai, et Jean Souchal est incontestablement le grand acteur de ce développement croissant. En 2010, compte tenu de son parcours, c'est tout naturellement que le président Jean Gauthier, quelques années après la reprise de l'entreprise par la famille Sébert, propose à Jean de lui succéder. C'est ainsi qu'à 50 ans, au moment où certains pensent plutôt à se reposer sur leurs actions passées, Jean est retourné à l'école avec courage et humilité pour assumer avec de nouvelles compétences et en toute responsabilité ses fonctions de président. Pas l'école d'ingénieur cette fois, mais une formation de 2 ans à l'école de commerce de Lyon, EM Lyon CPA Advanced Management Programme, dont le directeur est là, axé sur la démarche stratégique et le pilotage des entreprises, ce qui a aidé Jean à développer depuis près de 10 ans, comme président du directoire, une stratégie industrielle particulièrement visionnaire. Poma, aujourd'hui, ce sont 1200 personnes, 8000 installations dans plus de 90 pays, plus de 680 collaborateurs en France, soit près de 2/3 des employés, pour une activité à l'export de plus de 75% en moyenne. Une unité de production supplémentaire de 150 personnes inaugurée en janvier 2018 en présence du Premier ministre Édouard Philippe à Gilly-sur-Isère, qui, comme son nom l'indique, est en Savoie, au plus près des installations des stations de ski de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Une fidélité sans faille au territoire et à notre pays, même si plus des 2/3 du chiffre d'affaires, encore une fois, se réalise à l'international. Ce site savoyard regroupe l'ingénierie, l'assemblage des systèmes de transport par câble, une plateforme logistique et les éoliennes, nouvelle activité du groupe. Alors l'évolution de Poma vers l'entreprise de production, mais aussi de conception et de services urbains en France et surtout à l'international, ne s'est pas faite en un jour, ni même en une décennie. La famille Catiard avait déjà élargi le marché du ski dans les années 80 au marché plus global des loisirs, avec des installations permettant d'accéder à la canopée au Costa Rica, à la muraille de Chine, j'en ai parlé, de la forêt australienne, la traversée du Mississippi. C'est aussi l'époque des premières installations urbaines en Algérie,
Premier pays pour les téléphériques et télécabines en ville dans les années 2000 ou dans les aéroports de Zurich ou Détroit. C'est dans ce nouveau cadre que Jean, au sein de la direction des services, a contribué dès les années 90 à développer au niveau mondial le concept de relocation, éco-responsable avant l'heure. Il s'agit en effet de réutiliser les matériels démontés ou déplacés pour diminuer l'empreinte environnementale des équipements installés. C'est aussi depuis 10 ans que Poma s'est affirmé comme un acteur de mobilité urbaine et même un élément clé dans l'aménagement urbain et l'organisation sociale des villes. Aujourd'hui, les solutions proposées par Poma s'inscrivent dans les politiques de déplacement et d'urbanisme menées par les villes comme par les territoires montagnards. Et elles sont un élément intégré de la mobilité propre et sûre, de l'intermodalité avec d'autres modes de transport en commun comme le tramway, le métro, le bus. C'est le cas à Manhattan, à Roosevelt Island, au Complexo d'Alemão, à Rio de Janeiro, à Nijni Novgorod, mais aussi en Bolivie, au Chili, en Géorgie, en Colombie, à Saint-Denis de la Réunion, Toulouse, Orléans. Bientôt Grenoble, je l'espère, pour peu que Grenoble et ses décideurs retrouvent le goût des projets innovants qui ont toujours été sa marque de fabrique. Je n'en dirai pas plus. J'ai été témoin d'un exemple de cette formidable évolution de Poma. En juin dernier, lors d'un colloque organisé à Medellín, en Colombie, je n'étais pas peu fière de voir le maire de cette ville, qui renaît après des années difficiles, vanter en premier lieu le transport par câble comme élément d'innovation et de mobilité urbaine, mais surtout dire toute l'importance de cette installation signée Poma comme facteur de lien social entre les quartiers les plus pauvres de la ville et les autres quartiers. Je connais, Jean, l'engagement de Poma comme mécène dans ses actions d'insertion de populations en difficulté, en particulier les jeunes. Sans les télécabines, qui rapprochent des populations diverses en contribuant à leur mobilité en toute sécurité, de telles actions n'auraient pas été possibles. J'avais d'ailleurs envoyé aussitôt à Jean une photo du maire de la ville, faisant l'éloge de l'entreprise Poma et de son président qu'il appelait « mon ami Jean Souchal ». Je te rappelle au passage, Jean, qu'il compte sur toi pour une livraison de la 2e série de télécabines avant la fin de son mandat. Or, au Colombie, les mandats... C'est raté. Ah, zut. Bon, tant pis pour ce que je vais dire alors. Mais, or, en Colombie, les mandats de maire sont courts, 4 ans, non renouvelables. Mais je sais que, comme toujours, comme souvent, ton entreprise sera dans les temps. Et j'ai pu constater le dynamisme de ces jeunes représentants à Bogota comme à Medellín. Tu es d'ailleurs vice-président du MEDEF International France-Colombie. Alors un autre pays occupe une grande place pour Poma, et Jean y est pour beaucoup, c'est l'Algérie. En Algérie, une JV a même été créée avec l'ETAC, entreprise de transport algérien par câble, dont les 700 collaborateurs algériens et la dizaine de collaborateurs Poma maintiennent les 11 appareils existants et construiront ceux qui sont déjà à l'étude, une quinzaine environ. Sans oublier la Chine et plus globalement l'Asie, que Poma équipe de plus en plus, aux côtés d'ailleurs d'autres ETI grenobloises de la montagne, je pense à Rossignol ou Petzel. J'ai eu la chance, au cours de mes 3 années ministérielles, de côtoyer Jean dans les délégations qui accompagnaient les déplacements du président de la République ou du Premier ministre, et je l'ai vu attirer l'attention amicale du président François Hollande, comme de la ministre Nicole Bricq, aujourd'hui disparue, par sa compétence, bien sûr, mais d'abord par son authenticité, son naturel. Je me rappelle encore d'avoir présenté Jean à François Hollande dans l'avion présidentiel, au milieu de patrons du CAC 40, tout en cravate et boutons de manchette, et bien sûr, Jean, le montagnard, avec une chemise bien ouverte, un pull de ski autour du cou, mais un grand sourire chaleureux qui valait tous les costumes du monde. Donc mesurez votre chance aujourd'hui. Et régulièrement, le président de la République me demandait des nouvelles de mes 2 amis Jean, les 2 Savoyards, Jean Souchal et Jean Terme. Et je peux dire, Jean, que tu as été l'un des chefs d'entreprise les plus engagés dans ces voyages présidentiels, où j'avais le plaisir de te retrouver, au Kazakhstan, en Géorgie, au Brésil, aux États-Unis, en Guyane, en Chine et ailleurs, toujours souriant et toujours sans cravate. J'ai aussi eu le plaisir, en tant que PDG de la société mixte Minatech Entreprise à Grenoble, de bénéficier de la créativité des 2 Jean. J'avais fait remarquer à Jean Terme, alors directeur de la recherche technologique au CEA, que les chercheurs du CEA qui faisaient les va-et-vient entre les salles blanches du laboratoire du CEA Leti et les salles blanches de la SEM Minatech, où se développaient des recherches communes entre chercheurs privés et chercheurs publics, perdaient alors beaucoup de temps à enlever puis remettre leur tenue ultra propreté, pour ceux qui connaissent, des pieds à la tête. Jean a alors imaginé, avec l'autre Jean, de concevoir et installer une télécabine ultra propre entre les 2 installations, proches de quelques centaines de mètres, dénommée LBB, la liaison blanc-blanc. C'était une première mondiale et un vrai tour de force technologique combiné à une réelle amélioration de la vie des chercheurs concernés.
Alors tous ces développements, en France ou à l'export, Jean, tu les as menés avec les qualités que chacun te connaît, une force de travail exceptionnelle, une empathie qui lui permet de comprendre des cultures très différentes et de s'adapter à des besoins spécifiques, une capacité à mener les équipes, à favoriser les initiatives par la délégation, un optimisme et une foi dans les hommes et les femmes, mais aussi dans le progrès, un attachement territorial et familial très profond qui lui permet à la fois de rayonner à l'international avec une base solide et projeter l'entreprise dans une vision partagée. Alors tes engagements sont si nombreux que je ne peux pas les évoquer tous, tu compléteras mon propos, mais il en est un qui te tient à cœur, c'est la transmission. Une transmission à tes plus jeunes collaborateurs d'abord. Jean est un dirigeant respecté, mais pas autoritaire. Je crois que le mode de management qu'il exerce et pour lequel il a été formé, à l'EM Lyon bien sûr, mais aussi appris de ses expériences de terrain, en équipe, dans le froid et la neige, l'ont amené à faire confiance, à déléguer et à prendre en compte les points de vue de ses collaborateurs, en particulier les plus jeunes. Ce dont il n'est peut-être pas conscient, c'est à quel point il est un exemple pour de nombreux jeunes, qu'ils travaillent avec lui à Poma ou pas. Un jeune chef d'entreprise qu'il connaît bien, Gazar lui aussi, Olivier Six, malheureusement empêché par la grève d'être présent, m'a parlé de Jean comme de son mentor. Et ce n'est pas un hasard si Jean est actif dans la Société des anciens élèves de l'école, membre d'un club APM, Association Progrès du Management, et s'il est aussi attentif aux idées exprimées par la nouvelle génération, qui doit faire face à des enjeux absolument inédits dans de nombreux domaines. Le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources, le digital, l'intelligence artificielle, la globalisation. En conclusion, merci à Jean et à l'École nationale supérieure des arts et métiers de m'avoir donné l'opportunité de parler du territoire alpin cher à nos cœurs, de la recherche technologique et de l'industrie, dont il faut continuer à faire la constante promotion auprès de nos décideurs comme des prescripteurs, et je salue le rôle essentiel de l'ENSAM dans ce domaine. Enfin, un grand merci personnel et collectif, cher Jean, de nous faire bénéficier des valeurs qui ont guidé ta vie personnelle et professionnelle en surmontant ta réserve toute montagnarde. Chacun a bien compris ce soir que ce qui motivait tout ton parcours, c'était l'humain et la contribution au bien commun avec des préoccupations sociales, environnementales et humanistes. Ce sont des valeurs très précieuses dans un monde où le court-termisme et la cupidité prévalent trop souvent. Merci de nous ramener à l'essentiel. Merci pour ta vision à la fois territoriale et globale. Et je n'ai qu'un souhait à formuler. Continue à nous inspirer. En tout cas, merci à vous tous d'être là et voilà, juste un petit clin d'œil pour tous ceux qui auraient voulu être là et qui ont annulé leur déplacement pour des raisons X ou Y. Merci la SNCF et à tous ces gens quelque part qui n'ont pas encore compris que l'avenir se construisait finalement en construction et pas en destruction. Alors moi j'ai envie de commencer mon intervention en soulignant le côté dynamique de nos vies et le grand avantage du mouvement et de l'agilité, de l'énergie que chacun d'entre nous avons et qui nous permet de construire une histoire. Le propre de la construction, ça réside dans ce que rien n'est statique, rien n'est déjà écrit, et tout n'est au contraire que des équilibres qui nous font avancer, succession de temps d'analyse, de projection et ensuite d'action. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de trajectoire de vie. L'important est quand on a compris que notre avenir est dans nos mains et que nous sommes acteurs de notre vie. En toutes circonstances, on doit avoir confiance en soi. La confiance en les autres et savoir que ce qui sera fait sera forcément l'œuvre d'une action collective où chacun n'est pourtant pas identique, perçoit sa vérité avec un angle de vue qui lui est propre et qu'il faut savoir respecter. Au fond, rien ne sert de se lamenter, de critiquer toujours et encore, de croire que ce sont les autres qui sont responsables des difficultés, et surtout de ses propres difficultés quand il y en a. En fait, la vie est facile quand on croit en ses forces et ses valeurs, et en plus, c'est souvent contagieux. Alors quand on donne un sens aux choses, on peut voir loin, on peut corriger des trajectoires, on peut entraîner autour de soi, sortir des ornières et se rapprocher du plaisir de réussir en allant dans le bon sens. Alors, j'ai la chance d'être né en 59,
à une époque où beaucoup de choses évoluaient. J'ai entendu à ma droite que j'étais pas tout seul. Voilà. Et où il y avait de la place pour tout le monde. Alors, nous avons eu cette chance avec mes 2 frères, grâce au choix de vie de mes parents, de pouvoir côtoyer en permanence des personnes très différentes, des gens de caractère, des gens simples, porteurs de connaissances provenant de l'industrie, du monde agricole, de la montagne et d'autres cultures. Tout a toujours été ouverture sur la prise de conscience du prix de la sueur pour un travail qui apporte quelque chose, sur la recherche du pourquoi, de ce qui motive nos actions et de l'exigence du travail fini où on va jusqu'au bout, sur le respect de la différence, des croyances, sur le partage de son propre univers pour être, en finale, heureux collectivement. Le résultat, c'est que nous avons su monter dans les trains qui passent. Peut-être devrais-je plutôt parler d'ailleurs des téléphériques en ce qui me concerne. Accrochés à une dynamique partagée avec ceux qui bâtissent le paysage et qui font se rencontrer les hommes. C'est quand on arrive dans la 2e partie de sa vie, sur Terre, qu'on mesure peut-être ce qui nous a permis d'être ce qu'on est, avec toute l'humilité nécessaire. Et c'est quand les miroirs que sont vos proches, vos amis, vos collaborateurs, vos enfants, votre femme, vous renvoient à votre propre image, votre empreinte, vos contradictions et votre place au milieu d'eux, que l'on mesure encore mieux ce qu'il reste à faire. Nous avons chacun d'entre nous besoin de nous respecter, d'être fiers de ce que nous faisons, sinon ça résonne mal, jusqu'à en détruire notre motivation et notre raison d'être. Et peut-être même faut-il savoir soi-même être reposé pour ne pas fatiguer intempestivement les autres et leur permettre de rayonner. Alors, pour moi, le travail d'équipe, la délégation, le faire grandir, tu en as parlé, chère Geneviève, on ne peut pas réussir tout seul. C'est l'intelligence collective qui permet d'être performant. Cela impose le respect, l'écoute, l'ouverture, le pardon, quelquefois. Le jour où on a compris que les autres ne vont pas faire les choses comme vous le feriez vous-même, mais que ça va aussi marcher, alors on a gagné beaucoup. Regardons nos enfants. Ne se conduisent-ils pas comme nous le faisions avec nos parents et avec nos pères, en recherche de différences, d'identité, de raisons d'exister? Est-ce une bonne raison de douter de la justesse du fond de leurs actions et de leur capacité à réussir? Peut-on croire que ce soit nous seuls, les patrons d'aujourd'hui, qui allions dire à nos collaborateurs qu'il faut exactement ce qu'ils fassent? Non, c'est à nous de savoir nous adapter justement à notre environnement. Alors ça impose une délégation, et puis de la bonne délégation, hein. Celle qui permet à ce qu'on se trompe, et celle qui exige aussi que l'on soit toujours là pour soutenir et aider à la recherche de solutions. Ce sont beaucoup de non-dits, où le respect de l'autre compte tout autant que votre accompagnement d'experts et d'anciens. Alors oui, on n'est pas obligé d'être laxiste, sans exigence, d'être idiot et anesthésié, et de tout accepter. Les gens ne comprendraient pas d'ailleurs. Les gens attendent de vous du support, de l'engagement à leur côté, que vous leur fassiez confiance. Ils savent bien avant vous les bêtises qu'ils auraient pu faire, celles qu'ils ont faites. C'est bien dans la construction de la solution qu'on nous attend. Alors je trouve avec du recul que nos systèmes d'éducation des années 80, y compris dans l'enseignement supérieur, passaient trop de temps à mesurer les écarts, aussi minimes fussent-elles, d'une réalisation qui se voulait être parfaite plutôt qu'à construire des solutions de reprise pour corriger d'éventuels errements. On ne peut pas économiquement jeter ce qui est raté ou usé. On doit surtout savoir comment le réparer et lui redonner une belle vie sûre et maîtrisée. J'ai compris aujourd'hui que bien des changements heureux sont intervenus dans nos manières d'enseigner et de participer ainsi au développement vertueux de nos forces vives. Je n'ai pas tout de suite compris ce que cachait le principe de subsidiarité, mais il m'apparaît aujourd'hui comme primordial dans le bon développement d'une organisation. Vous le savez, il s'agit du principe qui dispose que toute tâche doit pouvoir se faire au niveau le plus bas d'une organisation, là où tous les éléments sont disponibles pour prendre la bonne décision et autorisent les acteurs à être pertinents. Plus que jamais, je crois qu'il faut favoriser la prise d'initiative comme une richesse qui fait avancer les choses dans le bon sens. Je fais périodiquement référence à notre forme d'esprit, peut-être un peu plus ancien que d'autres,
souvent formatés en 2D, où les organigrammes sont des râteaux avec une tête qui coiffe une forme d'armée. Mais si on se donne la peine de se représenter cela dans l'espace, les choses en 3D, l'organigramme devient plutôt un sapin. Et ils étaient beaux hier, avec la neige d'ailleurs. Où certes, il y a toujours un sommet, une pointe, mais où à chaque niveau, à l'horizontale, on peut aussi parler avec ses congénères, eux-mêmes responsables et engagés, des choses sans passer par le haut. Là est le succès de l'agilité et de l'efficacité. Tout notre objectif de chef, de parent, de leader, à un moment donné, est de faire grandir auprès de soi des personnes qui seront meilleures que vous, avec de vraies valeurs qui emportent le succès collectif et le plaisir de la réussite. Alors, quelques moments clés de ma famille, tu en as un peu parlé. Oui, c'est d'abord toutes ces vacances passées en famille. Nous sommes 34 cousins germains du côté de maman, papa était fils unique. Et effectivement, notre grand-mère louait chaque année une maison en bord de mer où nous nous retrouvions en groupe tous les ans. On a eu aussi cette chance, tu l'as dit, d'acquérir en 63 le chalet de la Loi à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, avant même que la station des Ménuires, puis celle de Val Thorens, ne soit construite. Voilà où j'ai grandi en Savoie, entre Moutier et les Bellevilles, et où mes racines montagnardes s'expliquent. On a ensuite pris le train de la Provence vers Arles, où papa construisait l'usine du Ginacier à Fos-sur-Mer. Ça aurait été une belle opportunité de découverte d'un monde totalement différent et d'une culture très différente et très riche aussi. J'ai passé un certain temps dans le scoutisme, tu l'as rappelé, longtemps, avec de vraies valeurs et un besoin d'engagement, de piloter et d'entraîner. Et puis c'est l'aventure de la prépa aux grandes écoles à Nîmes, des arts et métiers à Aix-en-Provence et Paris. Alors tu l'as dit aussi, mais je l'avais dit, parce que pour moi c'est important, certes avec une scolarité laborieuse, je n'ai pas loupé un seul examen de rattrapage. C'est quand même incroyable, y compris à la fin, depuis la prépa jusqu'au monde du travail. Je dois être le seul de la promo. Tous, 100%. Et c'est surtout cette vie à l'école des arts et métiers qui restera une des meilleures formations humaines qui m'a été donnée, avec la possibilité très jeune de décoder le management et la nature humaine. Alors tu l'as dit aussi, et pour les initiés, j'ai eu cette charge de major d'estime qui reste aujourd'hui pour moi un grand moment d'apprentissage de la vie du monde adulte. Cette période aux arts et métiers m'a fait le plus grand bien et je pense l'avoir bien rendu par la suite. La vie après l'école prend aussi tout son sens en continuant à apporter sa contribution au partage de valeurs humanistes centrées sur le progrès et la fraternité. Alors notre participation au travers de groupes constitués, promo, régional, national, professionnel, demeure au-delà de la force d'une équipe, une source de partage avec toutes les générations, les différences pour conduire à un enrichissement collectif. Notre groupe professionnel Montagne, qui réunit tous les gars de arts, plus d'une soixantaine, qui ont une activité directement liée au développement de l'économie de la montagne, en prenant bien soin d'ailleurs d'y associer les familles, permet justement cette transversalité, tout âge porteur de valeurs fraternelles. Je ne comprends pas pourquoi tant de personnes cherchent ou ont cherché à détruire cette école de la vie, qui partage son fondement académique avec la construction d'une société basée sur le respect des autres et la recherche de vraies valeurs profondes dont nous avons tous besoin. Heureusement, bien des choses aujourd'hui permettent l'évolution nécessaire à notre histoire, et je souhaite en remercier tous les acteurs qui veulent faire honneur à ces valeurs d'humanité et de partage. Je découvre par la suite la vie en station lors d'un travail d'été en 79-80 à Val Thorens grâce à Pierre Josserand, notre gazard de référence pour tant de professionnels de la montagne. Il aurait dû être là, mais il s'est malheureusement excusé. Par 2 fois, j'aurai l'opportunité de travailler plusieurs mois aussi en entreprise en Angleterre, où je vais pouvoir prendre plaisir à l'anglais et au monde du travail. Mon parcours doit beaucoup à ces moments passés jeunes, loin de mes bases, dans des cultures différentes, qui est au milieu de tout le business international, quelles que soient nos origines. Nos jeunes aujourd'hui parlent beaucoup mieux les langues étrangères. Il y a là un atout incommensurable qu'il convient de favoriser en y associant la géopolitique, maître de tant de décodage du monde économique moderne. Alors avec Marielle, on se marie en 80, tu l'as rappelé, j'ai alors 22 ans, oui, on décide finalement de s'installer à Grenoble. Je comprendrai par la suite la place jouée par sa famille et sur la région grenobloise, t'en as fait aussi état, étant petite fille d'Henri Pascal, un des 3 frères de l'entreprise éponyme de l'entreprise de génie civil travaux publics qui est la fierté de Grenoble pendant des décennies et qui travaillait elle aussi sur plusieurs continents et permettant directement à plus de 3000 familles de se déployer. C'est aussi pour l'entreprise Pascal la construction de la station de Champs-Rousse dont Philippe Lemaire est ici aujourd'hui d'ailleurs
et des promotions immobilières qui ont été faites sur les Settlots, les Ménuires. Voilà, on retrouve donc dans la famille de ma femme l'intérêt porté à l'aménagement de la montagne, tu l'as bien dit. En 81, c'est l'arrivée de Poma dans ma vie. Je mesure aujourd'hui toute la chance que j'ai eue d'être choisi par Poma dès 81, avec Gaston Catiard, qui avait créé l'ESF d'ailleurs, tous les moniteurs de ski, puis Jean-Pierre Catiard et Jean Gauthier, qui ont su me donner une chance exceptionnelle de grandir et de m'exprimer. Poma est une marque connue tout autour du monde, tu l'as dit, une fierté collective française qu'on croise dans tous les continents et où chaque utilisateur français de nos appareils peut dire « je connais Poma, ils sont de chez nous ». Poma, ce sont toutes les technologies de l'ingénieur que je suis, ce sont tous les chantiers hors du commun, ce sont tous les pays du monde avec leur diversité et leur culture, ce sont tous ces hommes d'exception qui vibrent autour, ensemble, de cette fierté des projets, des réussites. Mais ce sont aussi des moments terriblement douloureux, des accidents où il a fallu faire face à ses responsabilités. Et de trouver la force de rebondir par respect au plus profond de soi-même envers ceux qui ont été meurtris et de donner un vrai sens à sa vie d'homme, libre, engagé et responsable. Poma, c'est aussi cette fierté d'être français, d'appartenir à un des plus grands groupes mondiaux dans le domaine des transports à câble, et au-delà du ski, du tourisme, de mettre aussi son énergie au service des populations par de nouveaux modes de transport urbains qui valorisent les hommes et les femmes en les rapprochant à la vie des centres-villes, du travail, des écoles, de la réussite individuelle et collective, finalement de l'ascenseur vertueux du progrès social partagé. Poma, c'est avoir conscience de 83 ans d'histoire, donc depuis sa création par Jean-Paul Malgaski, tant d'hommes et tant de femmes de l'ombre, tous ces gens qui je n'ai pas pu connaître et qui ont forgé l'entreprise avant que je n'y rentre en 81, le leadership de Jean-Pierre Catiard, aujourd'hui disparu, avec Jean Gauthier, de Michel Zébert, notre actionnaire qui depuis 2000 nous accompagne avec cette exigence de détermination en soutenant notre identité française, européenne et internationale, même s'il est donc sud-tyrolien, italien, parlant l'allemand. C'est en 2000 que notre équipe du directoire avec Christian Bouvier, Philippe Clément, Jean-Paul Huard et Jean Gauthier s'est forgé et on a grandi et on a amené aussi loin Poma. Quand en 2010, il a encore fallu que transition se fasse, j'ai eu cette chance de repartir à l'école, à l'EM Lyon. Merci Jean Gauthier, vous avez su me pousser pour repartir et je n'étais pas vraiment prêt à y aller. Encore un moment où j'ai pu apprendre tant de choses et modestement poursuivre la mission de leader du Poma d'aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé retourner sur les bancs de l'école pour mes 50 ans afin de suivre cette formation d'exception du CPA pendant 1 an et demi autour d'un sujet aussi important que la démarche stratégique et le pilotage d'entreprise. Je ne conçois pas aujourd'hui pouvoir honorer la charge de président de Poma sans avoir eu une telle mise à niveau, formatrice tant sur un plan technique que sur un plan humain. Notre place d'ingénieur et de leader dans ce monde qui va à 2000 à l'heure trouve sa place dans l'exigence de la connaissance, du comportement et de la collaboration positive. Alors à vous, les nouveaux ingénieurs de demain, et on en parlera ce soir, je crois au cercle de La Rochefoucauld, de bien prendre en charge votre trajectoire en vous remettant en question périodiquement. Au-delà des seules expertises techniques, l'ouverture et le décodage de toutes ces fonctions essentielles, les fameuses soft skills, les compétences douces telles que l'esprit critique, l'intelligence émotionnelle, le sens du service, la négociation, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe, la créativité, la flexibilité, etc., que certains trouvent malheureusement périphériques, prennent tout leur sens dans la réussite à gérer des situations complexes et à faire avancer le navire, à faire avancer l'œuvre. Et pour revenir plus près de l'entreprise Poma, tu l'as dit, effectivement, 1200 personnes, 8000 installations, 90 pays, plus de 700 personnes en France, 2/3 des employés, une activité à l'export de plus de 3/4 selon les années. C'est aussi 24% de croissance l'année dernière et près de 10% encore cette année. Poma, c'est une équipe de jeunes qui saura reprendre le moment venu la destinée d'une saga, cette fameuse ETI dont la France manque cruellement aujourd'hui pour le bien-être de nos compatriotes. Ça se fera avec tous les collaborateurs engagés dans cette belle aventure. Alors, peut-être que le moment le plus difficile arrive, c'est celui des remerciements, celui où on sait qu'on a forcément oublié quelque chose et où on va froisser quelqu'un afin que j'en sois pardonné. Alors, je voudrais d'abord remercier mes parents
de nous avoir, avec nos 2 frères, offert la chance de vivre et d'exister en homme libre et debout. Alors tu l'as dit, papa, pour ses exigences et la barre très haute qu'il a mise. Même si je n'ai pas toujours su en apprécier toutes les motivations en ce qui me concerne, une exemplarité dans les valeurs qui ont toujours conduit. Maman, pour son dévouement, son engagement, tu l'as dit aussi. Cette direction de la fourmilière familiale qui a toujours été notre maison. Mes grands-parents qui ont été présents dès notre plus tendre enfance en nous montrant le chemin des racines, du partage, de l'exigence, de la droiture et des moments simples, des choses de la vie. À tous mes instituteurs, professeurs aux arts et métiers, à la Société des anciens élèves, à l'EM Lyon, merci d'être là. À cette formidable promo 2010, dont certains continuent à m'accompagner dans mes choix de patron. À Pierre Jossan, je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a permis de rentrer dans ce monde actif de la montagne pour y trouver un métier qui permet de vivre, de construire, de rencontrer du monde et d'y apprendre beaucoup de plaisir. À Jean-Pierre Catiard, qui avec Jean Gontier m'ont fait confiance, m'ont dirigé avec justesse et exigence. Un patron, c'est un repère, c'est un moteur. Ça vous oblige à vous surpasser. Alors merci à vous pour cet accompagnement. À Michel Zébert, qui a su respecter nos identités, nos différences et qui a fait confiance à notre équipe française du directoire. D'abord avec Jean Gauthier, Christian Bouvier, Philippe Clément et Jean-Paul Huard. Et puis ensuite Antoine Zébert, donc dans le nouveau directoire. Et puis maintenant avec Fabien et Francis Charamel. Puis il y a tous les collaborateurs POMA, bien sûr, à ceux qui sont naturellement des leaders, à ceux qui sont des experts, à ceux qui m'ont accompagné de plus près et qui continuent à le faire, à ceux qui, de par leurs actions, font un POMA au service des clients. Une entreprise est avant tout une histoire de femmes et d'hommes. Le premier capital est bien humain, même si les chiffres restent intraitables. Alors merci à chacun d'eux. À tous les partenaires qui accompagnent et avec qui on voudrait pouvoir partager les plaisirs de la réussite, que ce soit nos clients, qui sont pour certains devenus de vrais amis, que ce soit les leaders de certains de nos fournisseurs qui partagent avec nous les mêmes exigences de sérieux et de professionnalisme, et aussi que ce soit les partenaires des ambassades, des ministères et des administrations qui nous accompagnent autour du globe. Et tu en as parlé, c'était un moment important, en tout cas dans notre développement. Je ne me permettrai pas de remercier François Hollande, mais tu l'as fait. C'était vraiment un très beau VRP pour POMA. À mes amis qui savent encore et toujours me renvoyer l'image de mes attitudes et de mes travers et qui savent me remettre au bon niveau, celui où les pieds touchent toujours par terre. Aux organisateurs du prix Nassim Abif et puis à Remetti Alumi qui me font cet honneur de m'avoir retenu, ainsi qu'au président de la SOS, Jean-Marie, et puis au directeur général, Laurent, avec qui nous avons participé à ce super forum de Shanghai il y a quelques semaines, organisé par main de maître de notre copain le chat. À mon ami Geneviève, qui a accepté de m'accompagner en ce jour pour m'aider à tenir ma place, avec qui j'ai partagé tant de beaux déplacements présidentiels ces dernières années autour de la planète et avec qui on a une belle vie sur la région grenobloise. À ma femme Marielle, avec qui nous avons construit une si belle famille, avec beaucoup d'amour et de complémentarité. Si j'ai pu consacrer autant de temps de mon travail, auprès de mon travail et des hommes de POMA, des clients, des partenaires, je le dois à son soutien sans faille. Elle a su me faire partager la vie de famille malgré mes absences chroniques. Tu l'as relevé. Parfois forte et longue au début. C'est elle qui venait me retrouver sur les chantiers avec les enfants. Puis à nos 6 enfants, leurs conjoints, les valeurs ajoutées et nos petits-enfants. Vous êtes notre fierté, notre raison de vivre, et chacun d'entre vous savez nous apporter des richesses inouïes, avec vos touches personnelles, votre sensibilité et votre présence. Chacun d'entre vous est très différent, épanoui et heureux tout simplement. Et c'est justement pour cela, quand j'entends vos amis me dire « Oh, combien vous êtes une fratrie, repère pour nous tous, vos copains. Puissons-nous, avec Marielle, pouvoir vous aider à le rester. » Finalement, l'important, c'est pas ce qu'on est, c'est pas non plus ce que les gens disent ou diront de vous. Je pense que c'est plutôt ce qu'on aura finalement laissé silencieusement quand on s'éclipsera bien nouveau. Merci à vous tous.
demander à Jean Fournier de venir avec moi pour remettre officiellement le prix Nessim Habib 2019 à Jean. Bon, je propose, comme c'est... Alors, Jean Fournier, c'est le président des groupes professionnels, et c'est les groupes professionnels qui décident chaque année du nom du lauréat du prix Nessim Habib. Et peut-être que Jean, tu pourrais expliquer le prix Nessim Habib, pourquoi ce prix Nessim Habib? Alors, c'est un prix qui est décerné tous les 2 ans, qui remonte aux années qui suivaient immédiatement la guerre, et qui a été remis pour la première fois à Robert Oppenheimer, et qui a depuis honoré un certain nombre de personnes, dont des illustres représentants sont ici aujourd'hui, et je remercie pour leur présence. C'est un prix qui est décerné alternativement, une année sur 2, à un ancien élève des arts et métiers, pour le parcours qu'il a eu dans l'industrie, pour la créativité dont il a fait preuve, il ou elle a fait preuve, et pour également la promotion qu'il a pu, à travers ses actions, faire de notre formation. L'autre année, le prix est délivré à un ingénieur ou un ou des ingénieurs. On a eu Picard et son compère qui ont fait le tour autour du monde. Là, ils étaient 2. Qui ont fait progresser les sciences et la technique. Avec toujours cet aspect d'allier, et ce matin, je suis particulièrement heureux pour la remise de ce prix à Jean, qui ont su allier la technologie, qui ont su allier les territoires, et qui ont su allier également cet esprit d'humanisme et de cœur, de proximité des hommes et des femmes de leur temps, pour faire briller, là aussi, la technologie, et pour ce qui concerne Jean, les arts et métiers. Voilà. Merci. Et en Jean, c'est avec un grand honneur qu'on te remet ce prix. Et donc, bon, le prix qui va avec le chef. Comme ça. Et un recto verso. Et, mais aussi, bon, je voudrais te remettre donc, au nom de la sauce cette médaille. Merci beaucoup. Quel plaisir. Merci.